Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 21 janvier. Les finances publiques engagent une chasse aux fraudeurs, notamment les patrons qui ont fait de fausses déclarations pour indûment toucher les aides, et en particulier le fonds de solidarité. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Faible mobilisation des enseignants hier soir à Lyon. Le lancement officiel hier du comité de soutien local à la candidate socialiste Anne Hidalgo. Nous parlons également d'une expérimentation menée à Villeurbanne par la métropole dans l'objectif de sanctionner les infractions au règlement encadrant la collecte des déchets ménagers. Coup de projecteur aujourd'hui sur la MIAT, la maison des initiatives de l'engagement, du troc et de l'échange, qui s'enrichit en cette année 2022 d'un Fab Lab ouvert à tous et en particulier aux non-voyants. Le derby OL-ASSE ce soir à Dessines s'annonce quelque peu tristounet, 5000 spectateurs. Et puis autre match à suivre ce soir, Loup-Trévise, c'est à Gerland à 21h. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Pendant la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont bénéficié du fonds de solidarité, mais certains patrons ont fait de fausses déclarations pour indûment toucher ces aides. 29 enquêtes sont en cours sur les 96 fraudes au fonds de solidarité signalées au parquet de Lyon. Il s'agit, selon les finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes, de personnes ayant fait de fausses déclarations sur leur chiffre d'affaires ou en ayant émis plusieurs. Un fraudeur a par exemple déposé 70 demandes. Les sommes allouées étaient de 1 500 € au début de la crise. Elles sont passées à 100 000 ensuite, ce qui a suscité des convoitises. Les services fiscaux ont constaté un phénomène de fraude organisée. Le tribunal correctionnel de Lyon a déjà jugé et condamné 2 personnes, 3 mois de prison avec sursis pour l'une, 1 an de prison, dont 8 mois ferme pour le second, avec obligation de rembourser les sommes indûment perçues. Ce sont les premières condamnations, d'autres vont suivre, a prévenu le procureur de la République. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont annoncé hier soir depuis Matignon le calendrier de levée des restrictions, calendrier progressif face à cette épidémie de Covid-19. Le 24 janvier, entrée en vigueur du pass vaccinal et ouverture de la dose de rappel aux 12-17 ans. Le 2 février, fin des jauges, fin du port du masque en extérieur, fin du télétravail obligatoire, mais tout de même conseillé. Et puis le 6 février, réouverture des discothèques et consommation debout de nouveau possible dans les bars. Un allègement du protocole sanitaire dans les écoles, envisagé pour le retour des vacances de février. Faible mobilisation des enseignants hier soir à Lyon. 80 personnes se sont rassemblées devant le rectorat de Lyon, rue de Marseille, pour demander encore et toujours plus de moyens pour l'éducation et notamment en cette période d'épidémie. Pour les syndicats des personnels de l'éducation, il s'agissait surtout d'un point d'étape avant une grève interprofessionnelle programmée dans 8 jours, le 27 janvier, où il sera question en plus de la problématique des salaires. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Le lancement officiel hier du comité de soutien local à la candidate Anne Hidalgo à Lyon, l'ancien maire du 3e Thierry Philippe et la députée européenne Sylvie Guillaume sont les coprésidents du comité de soutien départemental. 200 € de plus pour le SMIC, retraite à 62 ans avec un minimum de 1 200 €, dotation d'un capital de 5 000 € à 18 ans, impôt sur la fortune climatique, référendum d'initiative citoyenne à 1 million de signatures. Christiane Constant, la première secrétaire fédérale du PS, conseillère municipale de Brignais et co-organisatrice de la campagne d'Anne Hidalgo, a listé les mesures phares du programme socialiste. Le comité de campagne va porter ses propositions sur le terrain, sur les marchés, en organisant des rencontres. Anne Hidalgo viendra aussi en meeting à Lyon. La date n'a pas été précisée. Une expérimentation menée à Villeurbanne par la métropole de Lyon. Une vingtaine d'agents assermentés vont rechercher et sanctionner les infractions au règlement encadrant la collecte des déchets ménagers. Les infractions dites majeures, comme des sacs poubelles jetés en vrac à proximité des points de collecte, des contenus de bacs gris et jaunes non conformes, ou pour certains professionnels, un dépassement du volume de déchets hebdomadaires autorisé. Tout cela pourra être verbalisé. Dans un premier temps, les contrevenants seront avertis par courrier ou directement sur le terrain s'ils sont en infraction. En cas de récidive, ils pourront être verbalisés. Les amendes sont de l'ordre de 35 € pour une personne physique, 175 € pour un bailleur ou un syndic de copropriété. Après Villeurbanne, l'expérimentation pourrait être progressivement étendue à l'ensemble du territoire métropolitain, une mesure qui vise à améliorer la qualité du tri et la collecte. Lyon demain,
idée en partage. Connaissez-vous la Miette? Entendez par là la maison des initiatives, de l'engagement, du troc et de l'échange. La Miette, créée à Villeurbanne, s'est installée il y a une dizaine d'années à la Perralière, un quartier sorti de terre dans les années 70, sur d'anciennes friches industrielles, en l'occurrence les usines Gilet. Aujourd'hui, des tours, des bars, des esplanades et un centre commercial dans lequel s'est posée la Miette, un espace de convivialité où les habitants partagent des projets, échangent, un lieu enrichi désormais d'un Fab Lab dans lequel on peut trouver des machines pour produire. C'est Amélie Garban qui nous a ouvert les portes de la Miette. Donc la Miette, ça veut dire la maison des initiatives de l'engagement, du troc et de l'échange. C'est une association qui a été créée il y a 10 ans avec des acteurs associatifs qui avaient envie de créer un espace pour les associations, pour développer des projets, mutualiser les moyens. Parce que la force de se rencontrer, ça permet de créer des choses beaucoup plus riches. Et avec cette volonté de créer un lieu aussi de mixité, qui permette de se faire croiser des personnes qui ne se croiseraient pas d'une autre manière. C'est aussi parti du constat qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées par type de handicap, par âge, les personnes âgées ensemble, les enfants ensemble, etc. Et nous, on voulait proposer une alternative en fait où quelqu'un peut venir en fonction de son goût et son choix et pas juste parce que il est caractérisé par quelque chose. Donc le projet a été lancé il y a 10 ans et puis du coup on a été 4 ans dans des locaux à la frontière Villeurbanne-Lyon 6 et puis comme ça grossissait, Villeurbanne nous a proposé d'investir ces locaux en 2016 qui étaient 8 fois plus grands et qui proposaient beaucoup plus d'espaces de pratique d'activité. On a une salle de danse, une salle de poterie, de bois, une salle de réunion, espace de coworking, café associatif, tout ce qui permet de créer du lien et de provoquer la rencontre entre les personnes. Et la dernière création, donc c'est ce fameux Fab Lab. Ouais. Pour quelle raison et qu'est-ce qui vous a amené à créer ce Fab Lab? En 2017-2018, il y a le CTRDV qui sont nos voisins, qui travaillent sur la déficience visuelle, qui ont eu l'idée de créer un Fab Lab avec la vocation de développer des outils pédagogiques et rendre accessibles les choses aux personnes déficientes visuelles. Mais ils ne voulaient pas que ça se fasse que entre eux, ils voulaient que ça soit aussi un espace ouvert et de mixité. Donc ils nous ont proposé un partenariat pour que le Tactilab soit au sein de la Miette, pour que ça soit aussi un espace ouvert à tous. Donc on a commencé l'aventure en 2018 et là aujourd'hui on inaugure le soutien de la Fondation Orange sur un parcours d'accompagnement justement des jeunes entre 16 et 25 ans qui ont une déficience visuelle pour les permettre de leur faire découvrir les outils numériques, de monter en compétences et s'ils ont envie après de travailler dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce Fab Lab alors? Alors dans ce Fab Lab, il y a plusieurs machines, il y a une découpe laser, il y a une imprimante 3D, il y a une imprimante 3D résine, il y a une brodeuse numérique, découpe vinyle et puis plein d'outils pour faire de l'Arduino. Donc en fait c'est un travail autour d'outils électriques pour faire parler et bouger les objets. Il y a un accueil à tout public, il y a des créneaux en semaine, des permanences d'accueil. Il y a des ateliers sur les vacances à destination des enfants. Et il y a un parcours d'accompagnement justement pour les personnes qui veulent monter en compétences, apprendre à vectoriser des dessins pour qu'ils soient autonomes aussi au sein du Fab Lab. Et donc l'idée c'est vraiment le partage de compétences encore une fois. Donc quelqu'un qui sait faire quelque chose peut, le principe c'est qu'il l'explique à quelqu'un d'autre qui sait pas forcément. Et puis petit à petit comme ça ils apprennent entre eux. Et tout ce qui est créé doit être mis à disposition de tous en fait. Donc on doit donner ces schémas, ces modèles à la communauté des Fab Labs. Voilà. Donc le but c'est d'expérimenter mais aussi parfois de créer? Oui, alors il y a l'expérimentation, il y a la création. C'est possible de venir réparer un jouet, un objet. En fait on peut faire ses cartes de vœux pour les fêtes de fin d'année. Ça peut être vraiment plein de choses en fait. On peut venir avec une idée, comme avec juste je voudrais utiliser cette machine, qu'est-ce que je peux faire? Il y a plusieurs entrées possibles. On s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants, qu'aux entrepreneurs, que vraiment le grand public. Ça peut être vraiment très large. C'est quoi les conditions d'accès finalement? Alors les conditions d'accès, il y a une adhésion à la Miette, une adhésion au Tactilab et après c'est vraiment l'utilisation du temps machine et les matériaux. Voilà, ça reste quand même assez accessible. C'est important pour le public de s'initier à ce genre de technique? Je pense que ça permet vraiment beaucoup de choses. De développer la créativité, de monter en compétence sur des outils sur lesquels on n'est pas forcément à l'aise à la base. Le numérique, ça peut faire peur et en fait, on se rend compte que finalement, pas tant que ça. Ça permet de travailler sur le recyclage parce qu'on peut réparer des objets au lieu de les jeter et d'en racheter d'autres. Donc oui, moi je pense que c'est intéressant. On découvre d'autres personnes, on échange, on apprend ensemble. Comme je disais, c'est un peu aussi un milieu d'éducation populaire, quoi. C'est la rencontre des personnes. Le Tactilab de la Miette a répondu à l'appel au projet de la Fondation Orange, ce qui lui a permis d'obtenir une subvention avec une idée en ligne de mire, diffuser la culture numérique à des jeunes en situation de handicap. Nicole Julia
délégué mécénat pour la Fondation Orange. L'idée que l'on recherche derrière, c'est amener des jeunes en grande difficulté d'insertion ou d'insertion et sociale aussi, à aller dans ces lieux qu'ils n'imaginent pas pour eux et même disent en être exclus. Et l'idée, c'est d'aller chercher, de découvrir toutes ces machines, imprimantes 3D, découpeuses laser, et aussi de s'initier, d'être accompagné par des personnes, des femmes managers qui savent les faire fonctionner et les initier, les amener à travailler aussi en équipe pour peut-être avoir un déclic dans leur tête et repartir derrière vers de la formation. Avec un public particulier, là, les déficients visuels, pour ce projet en particulier? Oui, ici, c'est effectivement la démarche est encore autre, c'est-à-dire c'est d'amener effectivement des personnes porteuses de handicap à venir s'initier à de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles machines et à fabriquer, à concevoir et fabriquer des objets et puis peut-être plus tard bien autre chose derrière. Et c'est le premier en Auvergne-Rhône-Alpes sur cette dimension du handicap que l'on soutient. Ce Fab Lab ouvert et inclusif a pu voir le jour grâce au soutien des PEP 69, une association d'éducation populaire qui gère notamment des établissements médico-sociaux, mais aussi le Centre technique régional pour la déficience visuelle qui met à disposition des outils pédagogiques à destination des jeunes déficients visuels. Nicolas Aiglin, directeur des PEP 69, Métropole de Lyon. Alors à l'origine, les PEP 109 gèrent beaucoup de services d'accompagnement pour des enfants déficients visuels et on a besoin de développer de nouveaux outils pédagogiques tactiles pour faire passer des notions pédagogiques, par exemple des maquettes en géographie, en biologie et les nouvelles technologies que l'on trouve dans les Fab Labs permettent de développer ces outils pédagogiques. Donc ça c'est la première envie de pouvoir utiliser ces nouveaux outils. La deuxième envie c'est de se dire qu'un Fab Lab ça peut être un lieu inclusif, ça peut être un lieu où des publics vont travailler en mixité et comme la Miette est juste à côté du CTRDV, donc le centre ressources qui a été à l'initiative de la réflexion, dès le début on a proposé à la Miette de s'associer au projet pour que le Fab Lab soit intégré dans les murs de la Miette. Voilà, donc l'idée c'est de développer un lieu inclusif qui permette de mettre en place les pratiques que l'on trouve dans tous les Fab Labs avec une coloration dans le champ du handicap mais de façon très large. Alors le champ du handicap et particulièrement les déficients visuels, qu'est-ce qu'ils peuvent venir faire ici dans ce Fab Lab? Alors concrètement, ils peuvent à la fois bénéficier des outils qui sont produits par les professionnels, des maquettes tactiles, des adaptations de jeux de société, tout ce qui peut être fait en termes d'adaptation à partir des outils que l'on a dans le Fab Lab, mais ils peuvent aussi être acteurs eux-mêmes et donc être adhérents du Fab Lab, apprendre à maîtriser les outils, être accompagnés par l'équipe du Fab Lab pour construire eux-mêmes leur propre réalisation. Alors ça peut être ce que j'ai évoqué sur des outils spécialement adaptés. Avec la découpe laser, on peut par exemple faire des décorations en bois qu'on va pouvoir utiliser après. L'objectif du Fab Lab, c'est de rendre aussi accessibles les machines, toutes les pratiques de production à des personnes qui sont en situation de handicap, dont des déficients visuels. Et dans un esprit, bien sûr, de mixité. Bien sûr. Donc l'idée, c'est qu'on puisse s'enrichir mutuellement. C'est le principe des Fab Labs. Le principe des Fab Labs, c'est de toute façon, on échange, on vient avec un projet et on profite de l'expérience des autres participants au Fab Lab. Mais là, ça, c'est pareil, c'est-à-dire qu'entre participants, même si on a des particularités dans le champ du handicap, on va bénéficier de l'expérience d'un autre porteur de projet qui va pouvoir nous dire oui, là, tu pourrais partir sur telle ou telle piste pour développer ton projet. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais les débouchés, quels peuvent être les débouchés de ce type d'expérience? Un adhérent à un Fab Lab, quel qu'il soit en situation de handicap ou pas, apprend à gérer des projets, apprend à travailler en équipe, apprend à utiliser des outils numériques qu'on peut trouver en contexte professionnel par la suite. Certains des adhérents qui viennent au Fab Lab sont là aussi sur une logique de développement d'activités professionnelles éventuelles. On peut très bien imaginer plein d'activités, que ce soit dans le domaine de l'économie sociale et solidaire ou sur une activité commerciale classique, qui soit basée sur des outils que l'on trouve aujourd'hui dans les Fab Labs. Donc oui, ça développe plein de choses, ne serait-ce que déjà ce que j'ai évoqué, cette question de gestion de projet et de travail d'équipe qui me paraît assez important. La Miette et son Fab Lab sont situés au 150 rue du 4 août à Villeurbanne. Un portique du pont de Couzon a de nouveau été endommagé par un véhicule trop haut. La barrière de sécurité à l'entrée du pont du côté Rochetaillé a été tordue pour la deuxième fois depuis son installation. Le 23 avril dernier, une bétonneuse avait franchi le pont de Couzon. L'ouvrage avait été fortement endommagé. Le pont avait dû être expertisé de fond en comble
comble est fermée aux véhicules pendant plus de 4 mois pour des réparations. Lors des travaux, des portiques avaient été installés des deux côtés pour empêcher les gros gabarits de tenter la traversée. Un des portiques avait déjà été endommagé en septembre dernier. 2000 abonnés tirés au sort et 3000 personnes en loge, des partenaires. Le derby OL-ASSE ce soir à Dessines s'annonce quelque peu tristounet. Le climat général entre l'OL et les supporters est assez tendu depuis les incidents à répétition. L'affaire de la banderole cette semaine, ils sont à l'agonie HVL, déployée à Dessines par les Lions en 1950, n'a rien arrangé. Le club a fait immédiatement retirer cette banderole. Les deux équipes sont en bien mauvaise posture à l'heure de disputer leur derby. L'OL est 11e et l'AS Saint-Etienne est lanterne rouge. Loup Trévise ce soir à Gerland, c'est du rugby à 21h. Une défaite ne remettrait pas en cause la participation du Loup à la phase finale de la Challenge Cup au printemps prochain. Une victoire lui assurerait en revanche la première place de sa poule. L'Eurocoupe féminine de basket prévue hier soir à 20h à Madou-Bonnet. Le match retour du deuxième tour des playoffs entre l'Asvel et Siktikvar a été reporté en dernière minute par la FIBA et ce en raison de cas de Covid. Le match sera reprogrammé à une date ultérieure. Au match aller, les Lyonnaises s'étaient imposées de 13 points. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi pour une prochaine édition.